Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui a commencé hier. Donc pendant toute la semaine, vous avez la possibilité de participer gratuitement à plus de 60 webinaires organisés par l'APEC, par les CIBC, en association avec nos partenaires régionaux. Ces webinaires sont sur la problématique de l'évolution de reconversion professionnelle. Donc, merci d'être là aujourd'hui sur ce webinaire intitulé La formation et moi. Donc, on va parler de vos projets de formation, des projets pour changer de métier, pour évoluer dans votre métier actuel. On va parler des stratégies, des financements et de toutes les ressources qui sont à votre disposition pour bien réussir votre projet. Alors, avant de commencer, une petite vérification. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez les diapos dérouler? Oui, très bien. Oui, Merci. parfait. Merci. Alors, pour le bon déroulement de ce webinaire, on vous invite à couper vos caméras pour optimiser le débit. Je vois que c'est déjà fait pour la plupart. Et éventuellement aussi de couper vos micros. Comme ça, on n'a pas de bruit parasite. Et on prendra le temps pour échanger, pour discuter, pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, si à n'importe quel moment dans cette présentation, vous avez des questions, n'hésitez à les poser dans le chat. Donc ça, c'est un petit bouton soit en haut, soit au milieu, une petite bulle où vous pouvez poser vos questions. On peut peut-être faire un test avant de commencer pour voir si ça marche bien. Si ça vous dit, si vous êtes motivé, vous pouvez nous indiquer dans le chat rapidement quel est votre statut. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous travaillez dans la fonction publique? Et éventuellement, si vous avez un projet de formation, pourquoi voulez-vous former? C'est pour changer de métier, pour développer un interne. Prenons 30 secondes et si vous avez envie, vous pouvez partager avec nous. Je vois Émilie qui est salariée, Isabelle qui est salariée en arrêt maladie. Merci. Demandeuse d'emploi, Damien. Demandeuse d'emploi, un projet de reconversion. Très bien. Salarié voulant changer de métier. Micro-entrepreneur qui pense à une reconversion, salarié. Salarié en arrêt maladie, je souhaite créer mon entreprise. Super. Je suis salarié. Mon souhait est de faire une reconversion professionnelle. Volonté changer de métier. Super. Super. Merci beaucoup à toutes les réactions. Donc, c'est quoi la semaine de l'évolution professionnelle avant de commencer? J'en ai parlé déjà. Donc, c'est cette semaine, on organise plus de 60 webinaires avec nos partenaires. Donc, c'est 100% digital, gratuit. Et vous pouvez trouver le programme sur le site www.semaine-évolution-professionnelle.fr. Donc, si vous ne trouvez pas toutes les réponses aujourd'hui, vous allez peut-être les trouver dans un autre webinaire qui est organisé courant cette semaine. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner dans ce webinaire avec mon collègue Dimitri Noël, qui travaille à Transition Pro Grand Est. Alors Dimitri, c'est quoi l'objectif de ce webinaire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'il se passe pour que tu sois content à la fin? Très bonne question. Déjà, bonjour à tous. Voilà, je suis Dimitri Noël, chargé de projet à Transition Pro Grand Est. Ce que je souhaite pour cette rencontre, c'est déjà qu'on arrive à vous transmettre des informations claires et utiles sur les droits auxquels vous pouvez avoir accès en termes de formation. Et surtout, je ressortirai content de cette rencontre si les participants n'hésitent surtout pas à poser leurs questions, à demander des clarifications si besoin, puisque le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir des interactions et vous apporter des choses qui puissent vous faire avancer dans votre parcours, tout simplement. Merci. Alors moi, c'est Thomas Strlack. Je travaille en tant que conseiller en évolution professionnelle en Grand Est dans la belle ville de Nancy. Comme vous pouvez l'entendre à mon accent, donc avant j'ai travaillé aussi en tant que conseiller en évolution de carrière en France et aussi à l'étranger, notamment en Slovaquie. Alors, allons-y. Alors,
Je veux me former, mais combien ça me coûte? Comment je fais pour mon salaire? Alors, si vous avez un projet, quand on a un projet de formation, il y a plusieurs réflexes à avoir. Donc, le premier réflexe, c'est mon compte de formation. On va en parler plus en détail. Deuxième réflexe, c'est si on est perdu, si on veut clarifier son projet, c'est de recourir au service de conseil en évolution professionnelle. Et troisième réflexe, c'est Transition Pro, une association qui est partenaire de beaucoup de projets de formation, qui finance des formations. Et c'est Dimitri qui va nous en parler plus. Donc, dans ce webinaire, nous allons parler de plusieurs dispositifs, plusieurs aides qui existent, notamment donc le CPF, compte de formation, aussi de dispositifs projets de transition professionnelle. On va parler de la validation des acquis rapidement, notamment avec le focus sur le dispositif CLEA. Et puis, on va parler aussi d'une chose particulière qui existe depuis plus longtemps, et c'est le dispositif démissionnaire. Aujourd'hui, en France, on peut démissionner, c'est incroyable. Démissionner pour se reconvertir. Donc, on va balayer tout ça avant de passer aux questions. Donc, c'est quoi le compte de personnel de formation? Donc, c'est un compte virtuel qui a remplacé le DIF et depuis le 1er janvier 2015, il a été ouvert pour tous les salariés et depuis le 1er janvier 2019 aussi pour les indépendants. Alors, ce compte de formation, faut soit l'ouvrir sur le site moncompteformation.gouv.fr, soit si vous l'avez déjà fait, le consulter. Donc, c'est relativement facile à créer. Vous renseignez votre numéro de sécurité sociale et normalement, tous les droits que vous avez cumulés, ils sont déjà. Donc, comment ça marche? Ce compte est alimenté à la hauteur de 500 € par an pour un temps plein, ou si vous êtes en temps partiel, donc c'est au prorata, jusqu'à 5 000 €. Pour certains publics, comme les personnes avec un faible niveau de qualification, ça veut dire jusqu'au diplôme CAP, BUP, ou si vous êtes en situation de handicap, ça peut être 800 € par an. Alors, une information très importante, les heures de DIF, anciennement droit individuel de formation, ça c'était les 20 heures qu'on cumulait jusqu'à fin 2014 par an, il faut les transformer manuellement en argent sur son compte CPF. Donc, comment je retrouve les heures de DIF? Très très bonne question. Merci Natacha, et justement on va y parler. Donc, vos heures DIF que vous avez acquis jusqu'à décembre 2014, vous les retrouvez soit sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, il y a une ligne, droit individuel de formation, soit une attestation spécifique de droit au DIF fournie par votre employeur en fin 2014, début 2015, ou bien sur votre dernier certificat de travail. Donc, il faut le faire avant la fin de l'année. Donc, cet argent, après, une fois c'est fait, cet argent reste sur votre compte jusqu'à la fin. Ça n'expire pas. Donc, fouillez bien dans vos pochettes pour retrouver les fiches de paye ou les attestations fin 2014, début 2015. Si vous ne retrouvez pas, vous pouvez contacter la caisse de dépôt pour qu'ils fassent une investigation sur vos droits acquis. Vous pouvez les contacter par téléphone. Le téléphone se trouve sur le site, tout en bas, contact. Il y a un formulaire de contact et un numéro de téléphone et vous pouvez lancer une investigation par rapport à ça. Donc, il y a Isabelle qui pose une question. J'ai une question concernant le CPF. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de 800 € par mois. Mais je ne retrouve pas cela sur mon CPF. C'est très bien. On va essayer de regarder ensemble à la fin. Et, éventuellement, ça serait exactement peut-être un cas de figure pour contacter la caisse de dépôt. Parfait. Comment vérifier que nous avons déjà fait cette étape? Quand vous vous connectez sur votre compte de formation, moncompteformation.gouv.fr, vous allez le voir. Il y a un grand bouton tout au début, renseigner mon DIF. Quand vous cliquez dessus, vous rentrez le nombre d'heures manuellement et vous avez la possibilité de déposer l'attestation DIF pour un justifié. Donc, le contrôle se fait pas immédiatement. Le contrôle se fait au moment où vous décidez d'acheter une formation en mobilisant votre compte personnel de formation. Voilà. Karine, est-ce que ça répond à votre question? Donc, vous pouvez le voir directement sur le site. Parfait. Qui alimente le CPF? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Non. Non. Si tout marche bien, s'il n'y a pas de souci, ce compte s'alimente automatiquement.
cet argent, cette somme, 500 €, 800 € par an, il est crédité sur votre compte au début du deuxième trimestre. Je crois que cette année, c'était fait en avril, mai, ils étaient un peu en retard. C'est à peu près dans cette période-là. Très bien. Alors, à quoi ça sert? Comment ça marche le CPF? Donc, toutes les formations. Alors, je vais demander à Malaika de couper le micro. Je vais le faire pour vous. Il y a quelques bruits qui sortent. Toutes les formations qui sont inscrites à ce qu'on appelle le répertoire national, répertoire national des certifications professionnelles, sont éligibles au CPF. Donc, il faut que ce soit une formation certifiante, reconnue par l'État, mais ça peut être des formations informatiques, des formations linguistiques, aussi certains permis. Et au-delà de tout ça, vous pouvez même vous financer des démarches qui ne sont pas strictement formation, telles que la validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire quoi? Si vous avez une expérience qui correspond à un diplôme, mais vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir sans passer par la formation, en passant par justement cette validation des acquis, en collectant des preuves, en montant un dossier pour valider le diplôme souhaité. Le bilan de compétences, donc un dispositif d'orientation, d'accompagnement plus approfondi pour bien se reconvertir, bien ficeler votre projet professionnel, et même les formations à la création, reprise d'entreprise, des actions d'accompagnement. Voilà. Très rapidement, alors, on présente le service que je représente aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle des salariés et des indépendants. Alors, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un service gratuit, un service public. Alors, service public, ça n'a pas en France, ça n'a pas peut-être des connotations super positives, mais c'est un service gratuit et personnalisé qui vous accompagne dans vos démarches d'évolution professionnelle, de reconversion. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est un espace pour parler formation, compétences, certification, où il y a un conseiller dédié pour vous qui vous écoute et qui vous aide à monter votre dossier et à ficeler votre projet en étant accompagné par un conseiller en évolution professionnelle expérimenté qui peut aussi vous mettre en lien avec d'autres ressources dans votre territoire. On parlera plus en détail de comment ça se passe concrètement à la fin et en lien avec chaque dispositif. Voilà. En parlant de la mobilisation des partenaires, des financements, des abondements, des cofinancements, alors je te passe le micro, Dimitri, pour qu'on discute de votre rôle. Oui. Oui, merci. Alors, voilà, la question de départ qu'on posait, c'est si je veux me former, qu'est-ce que éventuellement ça me coûte, qu'est-ce qu'il en est de mon salaire. Donc, on va pouvoir apporter déjà des réponses sur ces questions-là, sachant que la question était formulée sous cette forme-là de qu'est-ce que ça me coûte, et que là, sur cette question, Transition Pro peut être là pour éventuellement que ça ne vous coûte absolument rien, dans l'idéal. Et on va voir comment. Alors, quelques mots sur Transition Pro. Peut-être que certains d'entre vous ici ont connu le FONGECIF, donc qui était le fonds de gestion du congé individuel de formation. Aujourd'hui, les FONGECIF ont été transformés. Ils s'appellent désormais Transition Pro. Et on va voir d'ailleurs que l'appellation FONGECIF a disparu, mais pas seulement l'appellation, puisque le CIF, le congé individuel de formation, a disparu aussi, mais que de nouvelles choses sont venues le remplacer. Donc l'apparition de Transition Pro est liée à une réforme, et donc Transition Pro existe en tant que telle depuis le 1er janvier de cette année. En termes d'implantation, les transitions pro sont présentes dans toutes les régions. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est le nouvel acteur des transitions professionnelles sur le territoire. Alors, en quoi on agit sur les transitions professionnelles sur le territoire? On va voir par la suite qu'on gère des dispositifs de financement de formation, notamment, mais on remplit également d'autres missions qui tournent autour de ces questions de transition professionnelle, puisqu'on a par exemple des missions qui tournent autour de l'analyse des besoins en compétences sur le territoire, sur les territoires, dans chaque région.
On a une mission qui tourne autour du suivi de la qualité des organismes de formation. On a aussi une mission qui tourne autour simplement des partenariats et une mission qui tourne autour du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle pour contribuer au déploiement, au recours, développer le recours au service de conseil en évolution professionnelle, apporter des appuis aux différents acteurs pour que le service soit le meilleur possible et chacun y contribue à part entière. Le principal dispositif que Transition Pro gère aujourd'hui s'appelle donc le projet de transition professionnelle, ou PTP. C'est en quelque sorte le nouveau dispositif qui a pris la place du congé individuel de formation pour ceux qui ont connu le CIF préalablement. En quoi ça consiste? Alors, le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui permet de se reconvertir. Donc, on est bien sur des demandes qui concernent des changements d'orientation, des réorientations, des changements de métier. Il concerne tous les salariés du secteur privé, uniquement le privé. Et il peut concerner aussi bien des salariés en CDI, en CDD, des intérimaires, et même des intermittents du spectacle. Pour chacun de ces types de contrats, il y a des conditions d'ancienneté à respecter pour pouvoir avoir une demande qui est éligible au financement auprès de Transition Pro. Je ne vais pas détailler toutes les conditions d'ancienneté ici parce que ce serait trop long et on n'a pas 3 heures malheureusement pour le voir. Là-dessus, vous pouvez trouver des informations sur le site des Transitions Pro. Si vous faites une recherche Google Transition Pro et le nom de votre région, vous retomberez nécessairement sur le site internet du Transition Pro de votre région. Et bien sûr, le conseil en évolution professionnelle et les conseillers en évolution professionnelle, on va le voir encore aussi par la suite, peuvent vous accompagner sur cette recherche d'informations et sur la démarche. Alors, effectivement, ce qui est important à savoir, comme je le disais, c'est qu'on est sur des projets de reconversion et il faut également qu'on soit sur des actions de formation qui vous apportent une certification reconnue par l'État. Pour que votre demande soit recevable, il faut nécessairement choisir une formation reconnue par l'État, c'est-à-dire qui vous donne un diplôme officiel, qui vous offre un niveau de qualification reconnu, ou qui vous permet d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification. Alors, c'est quoi ces histoires de blocs de compétences? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce système, en gros, toute certification reconnue par l'État, un diplôme de l'éducation nationale, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, toutes ces certifications sont découpées en modules et les modules vous permettent d'acquérir des compétences. Et il est possible en fait de n'avoir besoin par exemple que d'un module d'une formation plus complète. Si par exemple je travaille dans la petite enfance et que je décide et que je n'ai pas de CAP petite enfance par exemple, le CAP petite enfance comporte des modules qui portent sur l'accompagnement des enfants entre guillemets à domicile et des modules qui portent plus sur de l'accompagnement, de la prise en charge des enfants dans des structures collectives. Si par exemple j'ai une expérience en collectif mais pas en individuel à la maison, je peux très bien vouloir ne passer qu'un module pour avoir les compétences requises pour exercer dans un ou dans l'autre de ces milieux. Voilà, s'il y a des questions autour de ça, on pourra y répondre effectivement, mais il me semblait important de clarifier ce qu'on appelle bloc de compétences. Une fois que j'ai l'ensemble des blocs de compétences d'une certification, c'est là que je peux avoir le diplôme final. La formation doit être éligible au compte personnel de formation. Et concernant les CDD, la formation doit démarrer au plus tard 6 mois après la fin de contrat. C'est-à-dire qu'il est possible de demander une prise en charge pendant qu'on est en CDD pour une formation qui ne démarrera qu'après la fin de son CDD, mais maximum dans les 6 mois qui suivent la fin du contrat.
À gauche, vous aviez une petite illustration qui disait, voilà, je compare l'offre de formation. Effectivement, vous gardez la main lorsque vous formulez une demande sur le choix de l'organisme de formation. Et à ce niveau-là, si vous avez besoin d'aide, c'est là encore une fois où les services de conseil en évolution professionnelle sont précieux dans la mise en œuvre d'un projet de transition professionnelle. Les conseillers en évolution professionnelle peuvent vous accompagner dans la recherche de la certification pertinente par rapport à votre projet, dans la recherche de l'organisme de formation, des organismes de formation qui proposent la certification qui sera pertinente pour vous, et peut vous accompagner un peu dans votre réflexion pour que vous puissiez faire votre choix de manière éclairée. Donc, pour choisir l'organisme de formation, il faut que l'organisme de formation ait ce qu'on appelle un numéro de déclaration d'activité. Alors, c'est pas très compliqué. En gros, il faut que l'organisme de formation soit enregistré comme organisme de formation. Donc, c'est assez simple, c'est-à-dire que si votre voisin est maçon et qui vous propose de vous former à la maçonnerie, et qu'il n'a pas d'entreprise enregistrée en tant que formateur en maçonnerie, il ne peut pas devenir organisme de formation. C'est juste ça que ça veut dire. Et l'organisme de formation doit répondre à des exigences qui sont dans un décret qualité national. Donc ce décret-là, en fait, fixe certaines normes qualité que les organismes de formation doivent respecter, qui garantissent, comme le nom l'indique, la qualité de la formation. Et l'organisme de formation, avant de démarrer, de vous engager dans la formation, doit vous proposer ce qu'on appelle un bilan de positionnement. Déjà ça, c'est gratuit. C'est quoi le bilan de positionnement? En fait, ça consiste à, en quelque sorte, regarder votre profil, votre parcours, vos expériences, les qualifications que vous pourriez déjà avoir, et de voir si, à travers les acquis que vous avez déjà, il est possible de bénéficier d'une adaptation du parcours de formation. Donc l'adaptation de parcours veut dire soit qu'il peut y avoir éventuellement des allègements du parcours parce qu'il y a déjà des compétences avérées dont vous disposez, et en quelque sorte, on vous attribuera automatiquement certains modules de la formation parce qu'on considérera qu'il n'est pas utile de vous réapprendre ce que vous avez déjà acquis dans votre parcours. Le bilan de positionnement peut aussi éventuellement servir à dire qu'il y a peut-être une nécessité de mise à niveau avant d'entamer la formation. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de sécuriser votre parcours pour s'assurer que, en vous lançant dans la formation, elle soit d'une certaine manière personnalisée. Voilà, en termes de démarche, donc comment on met en place un projet de transition professionnelle? Bien, déjà, on l'a vu avant, il faut identifier la certification, l'organisme de formation, et avoir des dates de formation, une date de début et une date de fin plutôt précises, même si éventuellement les dates sont provisoires, mais en tout cas, il est important d'avoir des dates. Pourquoi? Parce que ça nous amène à l'étape que vous voyez à l'écran actuellement. Si, dans la mesure où vous êtes salarié quand vous faites la demande de PTP, vous aurez une démarche à faire auprès de votre employeur. Il faudra formuler une demande d'autorisation d'absence, une sorte de congé pour pouvoir réaliser votre projet de transition professionnelle. Alors, je vois dans le chat que plusieurs personnes demandent s'il sera possible de partager la présentation sous format PDF. Donc, dommage ça, oui, les diapos seront disponibles sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr et effectivement, le webinaire sera en replay, disponible en replay sur le site en question. Voilà, donc démarche auprès de l'employeur, demande d'autorisation d'absence. Le délai pour prévenir l'employeur dépend de la durée de la formation que vous allez réaliser. Si votre formation fait moins de 6 mois, la demande à l'employeur doit être formulée au minimum 60 jours avant l'entrée en formation.
Si la formation fait plus de 6 mois, à ce moment-là, la demande doit être faite au minimum 120 jours avant l'entrée en formation. Votre employeur a 30 jours pour formuler une réponse. L'idéal étant de formuler votre demande en conservant une trace. Donc l'idéal, c'est plutôt de passer par un courrier recommandé avec accusé de réception, ça formalise les choses. On a tendance à conseiller éventuellement, si vous en avez la possibilité, d'en toucher 2 mots à l'oral avec lui avant d'envoyer le courrier recommandé, parce que l'envoi du courrier recommandé très officiel peut des fois aussi un peu, d'une certaine manière, choquer l'employeur, et certains employeurs se disent « Pourquoi mon salarié n'est pas juste venu m'en parler au préalable ?» Donc, c'est possible aussi d'aller, entre guillemets, tâter le terrain avec l'employeur de cette manière-là et formaliser la demande par écrit pour en avoir une trace et que les délais soient officiellement marqués par cette démarche-là, que vous avez bien respecté le délai pour lui faire la demande, que l'employeur puisse compter les 30 jours pour la réponse. Partant de là, il y a 3 scénarios possibles. Soit l'employeur accepte, et dans ce cas-là, tout va bien. Soit l'employeur refuse. Alors, je précise simplement que le refus de l'employeur n'est possible que dans le cas de figure où vous n'avez pas respecté la procédure pour formuler votre demande d'autorisation d'absence. Par exemple, si vous ne respectez pas le délai pour lui demander cette absence, l'employeur a le droit de refuser votre demande purement et simplement. Si vous respectez bien les délais, à ce moment-là, l'employeur peut éventuellement reporter votre départ. Donc, il s'agit bien d'un report, non pas d'un refus. Et le report de l'employeur peut être d'un maximum de 9 mois. C'est-à-dire que votre départ en formation ne pourrait au maximum pas se faire avant 9 mois. Si un report est prononcé par l'employeur, vous aurez à faire une nouvelle demande d'autorisation d'absence le moment venu, une fois que le délai de report est dépassé, sachant qu'à ce moment-là, l'employeur n'aura plus la possibilité de report. Il a droit à un seul report. En termes de prise en charge, comment ça fonctionne? Donc, le projet de transition professionnelle permet de bénéficier, en cas d'accord de prise en charge, après étude de votre demande, d'une prise en charge de votre salaire, d'un maintien de votre rémunération. Le salaire est, dans la majeure partie des cas, maintenu à 100% pour les personnes qui ont un salaire inférieur à 2 fois le SMIC brut mensuel. La prise en charge intègre également le coût de formation. Il peut y avoir des limitations de prise en charge au niveau du coût de la formation. À ce moment-là, il peut y avoir des règles différentes en fonction des régions. C'est pour ça que là, on vous invitera plutôt à vous rapprocher des transitions pro de votre région pour avoir les informations précises et adaptées à votre situation. Et la prise en charge intègre également des frais annexes, ce qu'on appelle l'aide à la mobilité, c'est-à-dire un montant forfaitaire qui peut vous être attribué pour gérer les frais de transport que génère la reprise de formation, la prise en charge des frais de repas et d'hébergement. C'est un montant forfaitaire, donc ça ne couvre pas nécessairement l'intégralité des frais réels de transport, repas et hébergement, mais en tout cas c'est un coup de pouce supplémentaire. Et il y a un barème kilométrique, c'est-à-dire que ça dépend de la distance, de la différence entre la distance kilométrique entre votre lieu d'habitation et votre lieu de travail, et la distance entre votre lieu d'habitation et le lieu de formation. On va comparer ces deux distances, et c'est ça qui va permettre de calculer un droit à un forfait d'aide à la mobilité. Il y a 2 questions qui se posent. Donc, une question par rapport à Pôle emploi. Alors là, j'aurais du mal à m'engager sur ce que Pôle emploi fait, parce que bah, c'est pas nous qui le gérons. Donc là, j'aurais plutôt tendance à vous inviter à vous rapprocher de Pôle emploi pour savoir si de leur côté, ils ont ce type d'aide. Là, ce que je vous présente là, c'est vraiment les aides qui sont proposées par Transition Pro. Donc c'est vraiment différent de ce que peut proposer Pôle emploi, qui a ses propres dispositifs, règles à ce niveau-là.
Et puis, et si le salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, alors, si le salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, il peut y avoir des limitations de prise en charge du revenu. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'auriez droit à aucun maintien de salaire, mais là, à ce moment-là, le maintien de salaire peut être revu à la baisse. Vous ne serez peut-être pas à 100% du revenu, vous pouvez être sur des tranches à 80-90%. Là, encore une fois, c'est au cas par cas et il vaut mieux se rapprocher d'un transition pro pour effectivement voir un petit peu dans votre cas précis quelle pourrait être la prise en charge de votre rémunération. Pour une autre question, est-ce que pour les indépendants, ces aides sont proposées aussi? Donc là, on est plutôt, nous, sur du public salarié, CDI, CDD, intérimaire et intermittent du spectacle. Il y a d'autres informations qui vont venir après concernant effectivement les indépendants. Donc on va venir aux aides qui concernent les indépendants un peu après. Comment faire pour mettre en place votre dossier, puisqu'il y a un dossier de demande de financement à constituer. Tous les sites internet des transitions pro de chaque région ont ce qu'on appelle un accès à un espace personnel. Donc là, l'idée, c'est de créer votre espace personnel sur le site du transition pro de votre région. Et une fois que votre espace personnel est créé, vous avez un onglet qui vous permet de constituer votre demande, votre dossier PTP. Donc tout se fait aujourd'hui de manière dématérialisée, ce qui fluidifie un peu la démarche, et ce qui peut aussi créer plus de réactivité. Il y a un délai à respecter pour qu'on puisse traiter votre dossier, qu'on puisse l'instruire. On propose donc de déposer votre dossier au moins 3 mois avant le début de la formation. Donc ce délai, il est important puisqu'il garantit déjà un traitement d'instruction de votre dossier qui permet éventuellement d'en contrôler la complétude et de pouvoir revenir vers la personne qui formule sa demande pour éventuellement demander des informations complémentaires ou des documents complémentaires pour qu'on puisse ensuite proposer votre dossier à la commission qui examine la prise en charge et qu'elle puisse prendre une décision avec tous les éléments en main. Donc c'est un délai de traitement qui garantit que le dossier est complet et qui sera étudié dans de bonnes conditions. Et ça vous permet aussi du coup d'avoir une réponse en amont du démarrage de votre formation, assez en amont pour que vous puissiez prendre vos dispositions et que l'employeur puisse aussi avoir connaissance de votre réel départ en formation dans un délai qui permet d'anticiper un petit peu sur votre absence. Voilà. Voilà, je ne sais pas si là, dès maintenant, il y a déjà d'autres questions, des questions sur tout ça, si c'était clair ou pas. À vous la parole, ou à vous le clavier. Alors, Karine demande donc faire le dossier avant d'en informer l'employeur. Alors, vous pouvez commencer en fait à constituer le dossier dématérialisé sans forcément que votre employeur soit tout de suite informé de votre demande. En tout cas, vous n'êtes pas obligé tout de suite de faire la demande d'autorisation d'absence, mais vous verrez que très rapidement, dans les différentes étapes du dossier dématérialisé, il y a une partie du dossier qui devra être complétée par l'employeur. Donc, on peut commencer sans l'employeur, mais il faudra rapidement aller vers l'employeur. En tout cas, effectivement, dans l'ordre chronologique, on est plutôt dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord se rapprocher éventuellement d'un CEP pour être accompagné dans l'élaboration de votre projet, dans le montage de votre dossier, dans le choix de votre formation. Une fois que vous avez votre formation, l'étape suivante, c'est soit de commencer déjà à monter votre dossier dématérialisé et en parallèle, pourquoi pas, formuler votre demande d'autorisation d'absence à l'employeur. Autre question, est-ce que le maintien de salaire est maintenu pendant toute la durée de la formation? Alors, globalement, je vais vous dire oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maintien de salaire va s'étaler maximum pendant 1 an. La prise en charge d'un projet de transition professionnelle, ça peut couvrir 1 an maximum de formation. Ça inclut la formation, entre guillemets, théorique, et ça peut inclure également les périodes d'application en entreprise, c'est-à-dire des périodes de stage. Et c'est vraiment
adapté à la période de formation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si votre formation fait 6 mois, il peut y avoir un maintien de salaire pendant les 6 mois de formation. Si elle fait 1 an, elle peut couvrir l'année de formation. Si la formation s'étale sur plusieurs années, là par contre, Transition Pro ne peut financer qu'une seule année. Donc elle s'arrêtera au bout d'1 an. Autre question, donc là nous ne sommes pas dans le cas d'une démission pour reconversion. Non, c'est un autre dispositif, on va en parler aussi un tout petit peu après. On va venir sur le dispositif démissionnaire et on va regarder ça plus précisément. Je vois Isabelle qui précise « Attention à la prise en charge durant les périodes de stage, 30% seulement, sauf conditions. » C'est-à-dire que, oui, alors c'est 30% de la durée du stage, hein, il y a des conditions par rapport à ça. Il y a une règle qui s'applique. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Je donne le principe général de dire oui, ça peut s'étaler pendant toute la durée de formation. En fonction des formations, au cas par cas, dans tous les cas, on vous invite à vous rapprocher alors soit d'un CEP, soit de Transition Pro, pour justement qu'on puisse, en fonction de votre projet précis, vous informer le plus précisément possible de quelles seraient les conditions de prise en charge de votre demande. Merci Dimitri pour cette présentation très claire. Moi, j'aurais une question. Oui. Quelles sont les formations que les personnes demandent dans le cadre du dispositif PTP? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur qu'est-ce que vous financez finalement et quelles sont les demandes des personnes? Alors c'est très ouvert et finalement très varié d'ailleurs. Le type de formation qui sont demandées. Il y a certains domaines qui vont se dégager plus que d'autres et qui sont d'ailleurs assez liés aux tendances finalement naturellement des besoins du marché. Donc on peut avoir beaucoup de demandes qui tournent de... Oui, voilà. Alors la question de Thomas, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, parce qu'on n'entendait pas très bien, c'est quels sont les types de formations qui sont demandées dans le cadre du PTP. Donc les demandes sont très variées puisque finalement on peut recevoir tout type de demande de formation à partir du moment où c'est des formations certifiantes comme on l'a dit un peu avant. Après certains domaines se dégagent plus que d'autres. On a actuellement par exemple beaucoup de demandes qui tournent autour du secteur sanitaire et social. Merci. Alors est-ce que vous m'entendez mieux là? Il y a une oui, là, remarque beaucoup mieux. Très précise de Roberta, merci. Les critères de l'acceptation du dossier PTP sont très stricts. Vous devriez préciser que les personnes sans diplôme ou avec un faible niveau d'études sont privilégiées par rapport au cadre, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, je peux vous le préciser si vous le souhaitez, effectivement. Là, je suis pas rentré dans le détail de tout le dispositif parce qu'on n'a que un temps limité. Effectivement, il y a, comme je le disais, une étude de la demande qui est faite par une commission d'examen. Et il y a 3 choses en particulier qui servent de base dans l'étude d'une demande de prise en charge. Toutes les demandes ne peuvent pas être acceptées. Pourquoi? Parce que le budget dont dispose Transition Pro pour financer les demandes de projets de transition professionnelle reste limité. Donc malheureusement, on le voudrait bien, mais on ne peut pas financer tout le monde. Il y a donc une sélection par une commission, une analyse, une étude des dossiers qui est faite par la commission, et cette analyse s'appuie donc sur 3 choses en particulier. Elle va s'appuyer sur le projet professionnel, la pertinence du projet professionnel. Donc pour rentrer dans le détail, les personnes auront à présenter leur projet à l'écrit, donc à argumenter et donner des informations sur leur situation actuelle, sur le métier qu'ils visent demain, sur ce qui les amène à viser ce métier, sur ce qu'ils savent du métier, à expliquer en quoi le choix de formation qui fait l'objet de leur demande est pertinent par rapport à leur objectif professionnel, par rapport au métier visé. Et on leur demande également d'apporter des informations sur ce qu'ils savent de l'état du marché de l'emploi, des perspectives d'emploi ou même de création d'activité, par exemple, dans le domaine qu'ils visent. Donc il y a déjà une étude qui s'appuie beaucoup sur la qualité, on va dire, la pertinence du projet professionnel de la personne qui demande la prise en charge. Au-delà de ça, il y a un critère qui porte sur la question justement de la formation et de l'adaptation du parcours de formation.
effectivement, il y a une vigilance particulière qui est portée par la commission à cette question d'adaptation du parcours. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y a une personnalisation de la formation qui est proposée par l'organisme? Et enfin, il y a également aussi des priorités qui, là, sont des priorités nationales, et il peut y avoir également des priorités régionales. Il y a des priorités nationales qui font, en quelque sorte, monter les dossiers au-dessus de la pile par rapport à certaines situations. Effectivement, comme vous venez de le dire, Roberta, les personnes qui vont être considérées comme prioritaires dans les demandes de PTP sont les personnes qui sont plutôt en bas niveau de qualification, plutôt que les personnes qui sont déjà diplômées à haut niveau de qualification. En gros, au-delà de Bac+2, ça commence à devenir moins prioritaire aux yeux de la commission. Ce qui ne signifie pas qu'il y a automatiquement refus, parce que la décision se prend sur cet équilibre en quelque sorte entre la pertinence du projet professionnel, la qualité du parcours de formation qui est proposé dans le cadre du PTP, et là il peut y avoir des ingénieries de parcours avec de la formation à distance, de la formation en présentiel, des cofinancements, des choses comme celle-là, et effectivement les perspectives d'emploi. Et là aussi, ça peut être intéressant d'être accompagné par un CEP pour constituer un dossier le mieux ficelé possible pour espérer avoir des éléments qui seront considérés comme probants aux yeux de la commission d'examen. Voilà. Et ça fait une bonne transition pour la suite. Merci Dimitri. Alors, vous avez compris, la démarche peut être complexe, mais si on est persévérant, on y arrive. Et là, on peut mobiliser l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous aider à bien choisir votre formation, votre organisme de formation, vous accompagner dans la concrétisation de votre projet, mobiliser les acteurs qui vous permettent de confirmer ou d'affiner votre projet, par exemple en mobilisant le bilan de compétences ou d'autres. Il peut vous appuyer dans la préparation de votre dossier, parce qu'effectivement, comme a dit Dimitri, c'est un critère important. Comment on présente son dossier, voilà, donc un appui rédactionnel. Si c'est une formation pluriannuelle, il peut vous aider à rechercher des solutions financières pour la couverture totale du coût, au-delà de la première année, ou réduire au maximum le reste à votre charge. Et comme je déjà dit, il peut vous aider dans la rédaction de votre projet. Alors maintenant, pour faire plaisir à ceux qui ont demandé, on va parler de la suite d'un dispositif spécifique, qui est le dispositif démissionnaire, qui n'est pas en soi un dispositif de formation. Et je vais passer encore le micro à Dimitri pour qu'il nous le présente. Il est 12h45. On s'était dit qu'on allait essayer de terminer à 13h. On va prolonger un peu, mais on va essayer d'accélérer un tout petit peu les choses. Alors, donc je reprends le micro pour vous parler du dispositif démissionnaire. Donc là, on est effectivement sur le dispositif qui a fait l'objet d'une question tout à l'heure. Justement, est-ce qu'il s'agit d'une démission pour reconversion? Alors, voilà donc le dispositif qui permet de quitter son poste actuel pour s'engager sur un projet, soit de reconversion qui nécessite une formation, ou un projet de création ou reprise d'entreprise avec ou sans besoin de formation, à ce niveau-là. Donc, c'est quoi le dispositif démissionnaire? C'est donc du coup une disposition qui permet aux salariés de démissionner de leur poste tout en ayant la possibilité de prétendre toucher des allocations de retour à l'emploi de la part de Pôle emploi. À ce niveau-là, qui est-ce que ça concerne? Alors, ça concerne les salariés en CDI du secteur privé. Il y a là aussi des conditions d'ancienneté à respecter. Donc, il faut effectivement justifier de 5 ans d'activité professionnelle au cours des 60 derniers mois à la date de la démission, et en 5 ans continu. Comment ça fonctionne? Alors, dans un premier temps, il y a un site internet qui a été créé par l'État sur ce dispositif, qui s'appelle démission
reconversion.gouv.fr. On vous invite dans un premier temps, pour ceux qui seraient intéressés, à vérifier que vous remplissez bien les conditions pour bénéficier du dispositif. Ensuite, il est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est une étape qui fait partie, entre guillemets, de la procédure obligatoire pour pouvoir légitimement mobiliser ce dispositif. Vous aurez là aussi à constituer une demande auprès de Transition Pro. Toujours de la même manière que pour un PTP, c'est-à-dire en créant votre espace personnel et en créant votre dossier dans l'onglet dédié au dispositif démissionnaire. Le rôle de Transition Pro au niveau du dispositif démissionnaire, c'est d'étudier votre projet. C'est-à-dire que vous avez à argumenter votre projet un peu de la même manière que pour un projet de transition professionnelle. Quel est votre projet, quel est l'objectif visé, quelles sont les démarches que vous avez pu réaliser pour concrétiser et vous assurer que votre projet, entre guillemets, est pertinent sur la route. Et donc, ça passe à nouveau devant la commission de Transition Pro, qui va, si elle estime que votre projet est réel et sérieux, vous délivrer une attestation de caractère réel et sérieux du projet. Et c'est grâce à cette attestation que lorsque vous vous présenterez à Pôle emploi, vous pouvez légitimement, entre guillemets, prétendre à une allocation de leur part en leur fournissant en fait ce document-là qui montre que votre projet a été validé en quelque sorte par la commission d'examen de Transition Pro. Il ne faut pas démissionner avant d'avoir eu le contact avec le conseiller en évolution professionnelle et on vous recommande même d'attendre d'avoir justement la validation du caractère réel et sérieux de votre projet par Transition Pro avant de démissionner. Alors, je dirais une et voire même plusieurs précautions par rapport à ça. Déjà, vous ne pouvez avoir la certitude que vous aurez votre allocation de retour à l'emploi seulement au moment de votre inscription à Pôle emploi. Il est possible de demander par le biais d'un formulaire sur le site d'émission reconversion.gouv.fr. Vous pouvez vérifier que vous rentrez un peu dans les conditions qui vous permettraient de prétendre au versement de l'allocation, mais la certitude, finalement, vous ne l'avez que lorsque Pôle emploi valide définitivement l'éligibilité, entre guillemets, les droits à une allocation de retour à l'emploi. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous ne pouvez connaître leur montant exact. Il y a des possibilités de faire des simulations de versement du montant de l'allocation, mais le montant exact, vous ne l'avez qu'au moment de l'inscription à Pôle emploi. Je vois une question dans le chat qui dit « Comment savoir si la formation choisie répond aux critères réels et sérieux avant de faire valider ?» Alors, le dispositif démissionnaire et l'étude du projet concernent effectivement le choix de formation, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'argumenter l'intégralité du projet. Si je suis sur un projet de reconversion, un peu comme pour le PTP, à ce moment-là, il va falloir que je donne quelques informations sur ma situation actuelle, sur le métier que je vis, sur ce que je sais du métier, sur les perspectives d'emploi dans le métier visé, que j'argumente et que j'explique mon choix de formation, là aussi. Donc effectivement, il y a plusieurs éléments à travailler. Là-dessus, vous trouverez sur le site d'ailleurs de Transition Pro et dans le dispositif démissionnaire les éléments qui sont demandés pour présenter votre projet, pour argumenter votre projet. Et c'est là, encore une fois, que le service de conseil en évolution professionnelle et les conseillers en évolution professionnelle vont être d'une aide précieuse. C'est pour ça qu'ils rentrent aussi comme une étape obligatoire. C'est qu'ils sont aussi là pour vous accompagner dans l'élaboration du projet si besoin, mais aussi dans la présentation de votre projet si votre projet est déjà abouti. On a une question de Samira qui dit « Le document transmis par Transition Pro ne permet pas de garantir l'allocation Pôle emploi ». Alors, le document de Transition Pro
sert à attester du caractère réel et sérieux du projet, mais ce n'est pas réellement ce document qui valide le droit à l'allocation. C'est Pôle emploi qui garde la responsabilité de l'accès au droit à l'allocation de retour à l'emploi. Cela étant dit, aujourd'hui, la pratique au Pôle emploi est que si vous venez avec votre attestation du caractère réel et sérieux, et si vous avez rempli la condition de 1300 jours travaillés au cours de 5 dernières années, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de plus de quelques jours entre vos contrats, ils vont vous payer les allocations. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de vérifier les conditions au départ. Ça permet déjà de s'assurer qu'on rentre bien dans les conditions qui donnent droit à l'ouverture d'une allocation de retour à l'emploi. Après, effectivement, si ces conditions-là sont bien respectées et que vous avez l'attestation caractère réel et sérieux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, je reprends. Donc, effectivement, vous avez vu, l'enjeu est important. L'enjeu en termes de qualité de votre projet, en termes de sécurité de votre parcours, en quoi le CEP peut vous être utile pour que ça ne soit pas juste un passage obligatoire, un stempel sur votre dossier. Alors, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider pour mûrir votre projet de création ou de formation. Un projet de création, il peut vous orienter vers des dispositifs et des formations et des accompagnements à la création d'entreprises, sachant qu'en pièce jointe de votre dossier, il faut joindre le plan prévisionnel de financement et l'étude de marché. Il peut vous aider à choisir un organisme de formation et un financement, parce que le Pôle emploi n'est pas financeur de formation, sauf dans des cas très rares. Et il a aussi ses priorités, donc c'est souvent des financements régionaux, des financements par votre CPF. Donc voilà, Pôle emploi vous verse vos allocations, mais ne finance pas forcément votre formation. Il peut vous aussi aider à chercher des solutions alternatives. Quitter son entreprise, c'est quand même très très engageant. Et souvent, on peut trouver d'autres solutions, comme le PTP ou autre dispositif. Voilà. Par la suite, le dossier, il est quand même assez lourd. Il faut qu'il soit bien ficelé pour qu'il soit accepté. Et là aussi, il peut vous apporter un appui rédactionnel, et il peut vous accompagner jusqu'à l'entrée de formation dans vos démarches. Voilà. Alors, pour passer à la partie financement et aide pour les indépendants, effectivement, là, c'est un peu plus complexe. Mais pourquoi? Alors, les travailleurs indépendants, c'est qui? C'est les membres d'une profession libérale, les artistes, auteurs, les employeurs de moins de 11 salariés, les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles. C'est ça, tous les types de personnes, entre guillemets, qui rentrent dans cette catégorie. Alors, il y a des aides. Notamment, donc voilà, c'est la contribution à la formation professionnelle qui est versée annuellement à un organisme collecteur déterminé par votre secteur d'activité. Alors, ce montant varie en fonction de la nature de votre activité. Et les contributions qui sont collectées sont ensuite mutualisées au sein d'organismes appelés fonds d'assurance formation, FAF. Une partie de la CFP est également reversée à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des comptes personnels de formation des indépendants. Donc depuis cet été, donc les indépendants peuvent se connecter sur leur compte de formation et peuvent voir quelle est la somme sur ce compte. Et c'est crédité depuis 2018. Donc pour les années 2018, 2019 et 2020, il y a des financements. Alors, vers qui se tourner? Et c'est là où la question est plus complexe, parce que vous voyez, pour les professions libérales, donc on a le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, FIF-PL, avec le lien. Pour les professions libérales médicales, donc c'est FAF-PM. Pour les commerçants et dirigeants non salariés, c'est l'AGFIS. Pour les chefs d'entreprise et auto-entrepreneurs artisans, donc c'est FAFCA. Pour les exploitants agricoles et chefs d'exploitation forestière, donc Vivea. Pour les artistes, c'est AFDAS. Pour les professionnels de la pêche,
c'est Ocapiat. Donc ça, c'est le site et il convient de se renseigner auprès d'eux, car il y a des spécificités pour chaque organisme, mais ce qui est clair, c'est qu'ils peuvent cofinancer votre projet de formation de reconversion. Voilà, c'est chaque FAF qui définit ses propres critères de prise en charge, d'où l'intérêt de les contacter directement. Alors, je reprends les questions. Qu'en est-il pour les demandeurs d'emploi seniors en recherche depuis plus d'1 an et diplômés? Alors, effectivement, je n'aurai pas une réponse parce que je ne veux pas parler au nom du Pôle emploi. Effectivement, comme je vous ai dit, le Pôle emploi peut financer des formations. Il les achète à la région. Enfin, non, pardon, c'est le conseil régional qui finance en fonction de sa stratégie. Donc, renseignez-vous auprès de votre conseiller pour l'emploi, présentez-lui votre projet de formation et voyez ce qui est possible avec vous. Alors, l'URSSAF, une autre question. L'URSSAF est en capacité de communiquer le nom du financeur? Je ne sais pas. Je pense que oui. Si je ne suis pas sûr. Là-dessus, oui, Thomas. Là, je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure de le communiquer. Je ne suis pas sûr à 100%. Quand vous dites financeur, c'est de quel fonds vous relevez? Ce serait ça la question, si pour préciser. Oui. Oui, d'accord. Oui, non, je suis pas sûr à 100% qu'il soit en mesure de donner cette information. Mais finalement, voilà, si vous avez un doute là-dessus, ça peut être aussi une question qui peut être posée, même par contre là, à n'importe quel opérateur CEP, parce que ils peuvent avoir cette mission d'aiguillage vers le bon interlocuteur. Hein, si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, Dommage. C'est exactement ça. D'accord. Donc, merci Véro pour la question. Alors, dernier point, avant-dernier point sur lequel on voulait parler brièvement, c'est le certificat CLEA. Dimitri, je te laisse encore la parole. C'est très spécifique. Oui, voilà. Alors, je vais activer mon micro. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette chose-là, de CLEA. Donc, c'est un dispositif, c'est un certificat qui vise à faire valider ou obtenir une reconnaissance de compétences et de savoirs essentiels. Que vous avez à l'écran là dans la petite roue. Alors peut-être que vous les voyez pas très bien. Thomas, si tu veux bien passer à la diapositive juste après. Voilà, on est sur, merci, on est sur des savoirs de base, donc la communication en français, l'utilisation des règles de base en calcul, l'utilisation de l'informatique et du numérique, travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, travailler en autonomie, capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, la maîtrise des gestes et postures, de l'hygiène et de la sécurité. C'est un dispositif intéressant parce que ça peut s'intégrer dans un parcours d'évolution professionnelle plus global qui peut par exemple intégrer un certificat CLEA et qui permet en fait de faire valider déjà ces compétences essentielles dans le milieu professionnel, mais qui peut s'inscrire dans une stratégie d'évolution professionnelle avec d'autres perspectives, d'autres visées derrière. Donc là, pour pouvoir éventuellement accéder à ce type de certificat, vous pouvez utiliser le site www.certificat-clea.fr. Déjà là, sur le site, vous aurez plus de détails sur ce qu'est ce certificat, en quoi il consiste. Vous pouvez rencontrer un conseiller, faire un premier point, une première entre guillemets évaluation, parce que dans les 7 champs de compétences qui étaient listés précédemment, peut-être que les acquis sont déjà là pour certains domaines et pas tous. Et effectivement, dans le chat, lors du webinaire Trace tes acquis, on nous a parlé de CLEA. Voilà, il y a effectivement un autre webinaire qui est proposé et qui parle du certificat CLEA. C'est pour ça que je ne rentre pas énormément dans les détails sur le certificat aujourd'hui, parce qu'il est abordé aussi dans d'autres webinaires, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un bon moyen d'identifier ses points forts, ça peut servir à reprendre confiance en soi, à renforcer donc ses compétences, et à la fin, on obtient un certificat qui vient valider les choses. Ensuite, je vois dans le chat, pourquoi les formations les plus soutenues sont-elles toujours les plus basiques et non celles de niveau supérieur?
C'est une bonne question. Alors, vous voulez dire, quand vous dites les formations les plus soutenues, vous entendez soutenues financièrement, vous voulez dire? Oui. Alors, en fait, c'est pas tant les formations basiques qui sont soutenues, plutôt que le public qui est peu qualifié. Alors, je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est une question aussi de politique de l'emploi et de priorités qui sont données à ce niveau-là. Donc, en gros, aujourd'hui, des politiques mettent l'accent sur les salariés à bas niveau de qualification qui peuvent statistiquement, en gros, subir plus de ruptures de parcours. L'idée, en fait, de mettre des priorités sur ce type de public, ce qui n'exclut pour autant pas des publics qualifiés ou des formations de plus haut niveau, c'est simplement ce qui explique la priorité qui est mise là-dessus, c'est une façon d'essayer de sécuriser les parcours professionnels pour éviter les ruptures de parcours, parce qu'il y a un lien direct entre emploi et niveau de qualification, si je donne une explication à ça, des éléments de compréhension. Ça peut répondre en partie à votre question. Le CLEA est-il uniquement dédié aux professionnels ou est-il accessible aux salariés? C'est un dispositif qui est destiné aux salariés, en fait à tout public. Des demandeurs d'emploi peuvent éventuellement profiter d'un certificat CLEA en s'adressant à Pôle emploi. Donc là-dessus, tous les publics sont concernés. C'est pas destiné exclusivement aux professionnels. Voilà, les étapes du parcours, je viens de vous les présenter sur Cléa. Comme je le disais, il y a un autre webinaire qui rentre plus dans le détail sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter le site où là, vous avez le détail de ce en quoi ça consiste, des différentes étapes. Si je comprends bien, vous nous incitez fortement à réaliser les certificats Cléa pour nos CV. Alors, il ne me semble pas avoir tenu vraiment ces propos-là, ni foncièrement inciter à avoir recours au certificat, juste à souligner l'intérêt que ça peut avoir dans un parcours. Voilà, il n'y a pas d'incitation forte au recours. Et pour l'afficher, pour le mettre dans le CV, alors oui, en tout cas, ça peut avoir aussi, ça peut être quelque chose qui peut être valorisé auprès d'un employeur, d'autres employeurs, et à travers votre CV, ça peut aussi avoir cette utilité-là. L'essentiel, c'est que vous y trouviez un intérêt et du sens dans la mobilisation de certificat clair. Voilà. Et là, il peut y avoir des intérêts multiples à recourir et aller valider un clair. Alors, Karine qui nous demande, je suis obligé d'intégrer un autre meeting. C'est vrai que qu'on a promis de terminer à 13h. On prendra encore 7 minutes et après on laissera le temps aux échanges. Les diapos seront disponibles d'ici une dizaine de jours. Donc, suivez le site semaineevolutionprofessionnelle.fr. Alors, très rapidement, pour conclure, pour présenter ce service gratuit conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est quoi? C'est un service d'accompagnement, un service gratuit d'accompagnement pour tous les salariés et les indépendants, en fait pour tous les citoyens. Donc, nous, on le délivre pour les salariés et les indépendants. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi qui délivre le service. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Pour les cadres, c'est l'APEC, Agence pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres. Pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap Emploi. Donc, c'est gratuit. Donc, à aucun moment, vous ne serez amené à payer rien pour cet accompagnement. C'est confidentiel, c'est-à-dire ce que c'est dit dans le bureau entre vous et le conseiller reste dans le bureau, un service neutre. On est là pour juger votre projet niveau, c'est votre évolution professionnelle. On est là pour vous appuyer, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre projet. Accessible à tous, c'est-à-dire partout en France, il y a des bureaux et les conseillers expérimentés pour vous accompagner, et impartial, c'est-à-dire on n'informe pas votre employeur, c'est à votre initiative. On est disponible souvent samedi dans la matinée ou tard dans la soirée pour que vous puissiez le faire tranquillement. En dehors de vos heures de travail. Alors, pour qui j'ai déjà mentionné, je représente l'opérateur pour les salariés du secteur privé pour les accompagnements. Pour les autres, vous trouverez
les coordonnées sur le site mont-cep.org. Alors, à quoi ça ressemble? C'est un service d'accompagnement, c'est-à-dire vous pouvez appeler un numéro non surtaxé que je vais montrer tout à l'heure, qui va vous aiguiller soit vers l'opérateur qui peut vous accompagner, soit si vous êtes salarié indépendant, vous propose directement un rendez-vous dans un de nos bureaux qui sont en Grand Est, par exemple, où je travaille. Nous avons 50 lieux d'accueil et 80 conseillers, et c'est la même chose dans toutes les régions de France. Donc, vous prenez rendez-vous. Le premier rendez-vous sert à faire le point sur votre projet, sur votre situation, sur vos besoins. On vous informe sur ce qui est possible. Et si vous êtes intéressé, cet accompagnement en moyenne peut durer 8 heures, donc vraiment jusqu'au bout de votre projet, en passant par la formalisation de ce projet. Ça peut être montage de dossier BTP, montage de dossier démissionnaire, recherche d'un organisme de financement, mais jusqu'à la mise en œuvre de votre projet, c'est-à-dire si vous avez besoin de refaire votre CV, évoluer en interne, préparer un entretien d'embauche, votre conseiller est là pour vous. Et tout l'accompagnement peut durer jusqu'à 18 mois à votre demande, de manière très flexible. Donc voici le numéro 09 72 01 0203. Vous pouvez l'appeler du lundi au vendredi, 8h, 19h et même samedi matin, ou bien sur le site mont-cep.org, où en fonction de votre région, de votre situation, vous allez être redirigé vers le bon opérateur. Sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous directement, demander d'être rappelé ou appeler directement le numéro. Bien, alors merci pour votre attention. Nous allons prendre maintenant, on va rester disponible en ligne avec Dimitri encore 5-10 minutes pour répondre à vos questions. On n'est pas si nombreux que ça, donc merci pour tous ceux qui doivent y aller. Pour les autres, n'hésitez pas à allumer votre micro, poser la question en direct et on peut discuter, on peut prendre ce temps. Merci. Merci à vous.